Bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Ce soir, je suis ravie d'accueillir de nouveau Christelle Petit-Colin. Bonsoir Christelle. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment vas-tu ce soir? Eh bien, je vais bien. Je suis en train de lancer un sacré projet qui est un grand défi Oui, et, et qui a énormément d'importance pour moi, aussi bien en tant que personne humaine qu'en tant que thérapeute. Donc, merci de m'accueillir ce soir et de parler avec moi et avec tes abonnés de ce projet qui m'est cher. oui, tout à fait, tout à fait. Ce soir, on va parler d'un thème important. Alors écoutez bien et ouvrez grand vos oreilles parce qu'on va parler donc des agressions sexuelles. On n'en parle pas souvent et pourtant le Grand Changement se doit d'en parler, c'est important. Et je veux bien, Christelle, déjà que tu nous dises pourquoi tu as voulu écrire ce nouveau livre en sachant que tu nous en as écrit plein pour les Penses Trop, de très beaux livres qui nous ont beaucoup aidés et celui-là aussi nous aide beaucoup. Donc je le montre déjà parce que je suis trop impatiente. Et pourquoi tu nous l'as écrit ce livre-là? Alors, j'ai écrit ce livre-là parce que moi, ça fait maintenant 30 ans que je suis coach auprès des gens et au départ, je faisais plutôt du développement personnel, du conseil en communication. Et moi-même formée à la PNL, je peux offrir une qualité d'écoute un peu hors norme. Non pas que je sois particulièrement douée à titre personnel, mais je mets en application ce que propose la PNL, hein, l'écoute active, la reformulation, une forme de bienveillance. D'ailleurs, ça, je l'ai résumé dans un livre qui s'appelle Savoir écouter, ça s'apprend. Mais j'insiste, c'est pas un don chez moi, c'est vraiment des techniques que j'ai apprises et reproduites. Et il se trouve que quand on les écoute, les gens parlent. Mhm. Et donc, des gens venus pour du coaching, en moins d'un quart d'heure de conversation, me confiaient des choses extrêmement intimes et notamment des agressions sexuelles subies dans l'enfance ou autres. Mais ça venait très vite dans la conversation et les gens même étonnés me disaient « Ah, c'est dingue, ça fait 5 ans que je suis en psychothérapie, j'en ai jamais parlé à mon psy. » Mhm. Donc, c'est une des choses que j'ai voulu aborder dans le livre, c'est que c'est la qualité d'écoute qui fait que les gens parlent. Et donc, moi, je me suis retrouvée en coaching avec des témoignages très forts sur les bras, ne sachant qu'en faire, puisque Oui. si les gens me l'avaient confié à moi et pas à leur psy, je n'allais pas les renvoyer à leur psy à qui ils n'avaient pas réussi à parler. Donc, j'ai voulu me former, j'étais toute jeune thérapeute, j'ai voulu me former pour l'accompagnement des gens qui avaient cette problématique, parce qu'en fait, c'est très, très fréquent dans ma pratique que les gens me confient quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, dans mon entourage, il s'est passé ci, c'est passé ça. Et je ne savais pas comment l'accueillir. Et c'est là que je me suis rendu compte que personne ne savait l'accueillir parce qu'en psycho, il n'y a pas, si on se fie aux théories de Freud, c'est les enfants qui désirent les adultes, c'est les femmes qui ont des fantasmes de viol. Ouais. Il n'y a pas un protocole carré de si vous avez quelqu'un qui vous confie des abus sexuels, voilà ce qu'il faut faire. Donc, j'ai essayé de me former. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai développé ma propre expertise sur 30 Mhm. ans. Oui. Et à un moment donné, je me suis dit, mais mon expertise maintenant, mon accompagnement est rodé. Il faut que je le mette par écrit pour 2 raisons. D'abord, pour aider les jeunes thérapeutes qui, comme moi, débarquent en disant, mais qu'est-ce que je fais de ces confidences et comment j'accompagne ce type de trauma. Et puis aussi pour les victimes qui n'ont pas d'espace pour parler parce qu'elles n'oseront pas en parler à leur psy ou parce qu'elles sont dans un contexte où la parole est verrouillée. Et donc voilà, c'était les 2 objectifs. Laisser par écrit un protocole dont je sais qu'il fonctionne, Mhm. mais aussi donner accès aux victimes qui sont vraiment à l'isolement et qui sont silencées complètement, un moyen de se retaper toutes seules dans leur coin suffisamment pour ensuite avoir la force d'en parler, de demander de l'aide. Tout à fait, merci beaucoup. Merci. Alors, je tiens à dire déjà que ce livre, il fait du bien. Il fait du bien en lecture, il fait du bien. On retrouve ton style, c'est tout doux, c'est rigolo, c'est ludique, tu vois, alors que c'est un sujet qui est pas facile. Et donc, en tant que Pense Trop, il fait du bien. Pour les personnes qui ont été victimes de ça, il fait du bien. Et pour les thérapeutes, comme tu dis aussi, que je suis aussi, parce que j'accompagne aussi les personnes hypersensibles beaucoup dans les abus sexuels avec la démoca, justement. Et on a déjà des personnes qui sont là pour toi, Christelle. J'aime beaucoup le travail de Christelle, Luna qui est là. Merci, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Et tu vois, tu dis mon livre, il est tout doux, mais en fait, ce qui Oui, s'est passé,
c'est que je le porte en moi depuis longtemps. Il faudrait que j'en parle, il faut que j'écrive, il faut que je l'écrive ce livre, oui, mais. Moi-même, bloquée par tous les mécanismes de silenciation qui nous bloquent tous. Hein. On est tous sous la loi du silence, c'est invraisemblable. Et puis, il y a eu un suicide qui m'a touchée particulièrement, une jeune fille de 18 ans qui s'appelait Océane et qui était dans une détresse infinie, qui n'a trouvé… Alors, le psy, il y avait 3 mois d'attente pour avoir un psy et une audition de trop à la gendarmerie ou à la police, je ne sais plus, qui a été très, très brutale pour elle et elle s'est suicidée. Et là, je me suis dit, si j'avais écrit mon livre plus tôt et si elle l'avait eu entre les mains, peut-être ça aurait changé le cours des choses. Mais du coup, pourquoi il est si bienveillant, c'est que j'ai écrit ce livre en pensant à elle et à toute victime de détresse, de comment les prendre dans nos bras, les réconforter avant toute chose. C'est de ça dont elles ont besoin, de se réhumaniser au contact de quelqu'un qui sait, qui comprend, qui ne juge pas et qui explique le problème. Donc oui, le livre, j'ai choisi vraiment d'en faire quelque chose de comme un meilleur ami qui vous accompagne et qui vous dit je suis là, moi je te comprends, viens, on peut s'en sortir, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça qu'on ressent dans le livre et en même temps, il y a beaucoup, tu vois, de faits. Il y a vraiment, on va pas fermer les yeux cette fois, on va y aller, on va dire les choses. Donc, est-ce que tu peux nous parler, Christelle, de cette silenciation? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi les gens se taisent et pourquoi, en fait, il se passe ces choses-là et ça recommence et il n'y a pas les vraies sanctions pénales alors que le viol est un crime et tout et tout. Alors, en matière d'agression sexuelle, ce qui se passe, c'est que l'interdit est déplacé. L'interdit, c'est plus de faire, l'interdit, c'est de dire. Le crime, c'est pas de se livrer à ces agressions, c'est de les dénoncer. Et donc, tout le monde a intégré ça, mais j'ai envie de dire depuis la cour de récréation. C'est le cafeteur qui a tort. C'est pas celui qui commet ses crimes dans la cour de récréation. C'est le vilain cafeteur. Ça se fait pas de dire à la maîtresse. Et c'est ça qui prévaut avec les agressions sexuelles. On fait ce qu'on veut, mais t'as pas le droit de le dire. Et donc, ça met toute la société sous une chape de silence qui fait que toute personne qui parle va en prendre plein la figure. À tout niveau. C'est-à-dire que, évidemment, sa famille lui tourne le dos, évidemment, les enfants mentent, évidemment, on veut détruire, hein, parce que les agresseurs sont paranoïaques. Donc, si on les dénonce, il n'y a aucun fondement, c'est juste pour les détruire, n'est-ce pas? Hein, c'est un complot pour les détruire. Tous les violeurs ont ce discours, c'est un complot pour me détruire. Donc, voilà. Ou alors, la fille veut s'enrichir, parce qu'on sait qu'effectivement, on fait fortune en dénonçant un violeur. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai fait fortune. J'ai dénoncé un violeur et j'ai touché le jackpot. Tout le monde le sait. Enfin, c'est ça. Et alors, ce qui est quand même terrible, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. La fille est folle, etc. Et alors, donc, quand la personne ose prendre la parole, il y a une espèce de déflagration où tout va se liguer pour la refaire taire. Dans sa famille, dans son entourage, et même la justice est organisée d'une manière qui protège les agresseurs et pas les victimes, puisque la première chose qu'on va brandir comme étant quelque chose de catastrophique, c'est la présomption d'innocence de ce pauvre agresseur. Ce qui veut dire, évidemment, la présomption de culpabilité de sa victime qui ose parler. Et c'est ce déplacement qui fait ça. Et alors après, c'est de partout que le silence se met en route. Donc, par exemple, j'ai intitulé un paragraphe « Pourquoi n'as-tu rien dit à propos de ce que tout le monde savait ?» On n'est pas une contradiction près, quoi. Tout le monde savait, mais pourquoi tu n'as rien dit? Oui, tout à fait. Ouais. Parce que tout le monde savait, tout le monde laissait faire, tout simplement. Donc, qu'est-ce que moi je vais aller dire si tout le monde laisse faire? C'est ce qu'ont témoigné certaines actrices, qu'elles avaient essayé de dénoncer Gérard Depardieu. Je crois que c'est Sophie Marceau qui dit qu'elle a subi les foudres parce qu'elle avait osé dénoncer ses agissements sur les plateaux. Donc, il y a une énorme hypocrisie où on dit aux gens qu'il faut parler. Quand ils parlent, on leur fait bien comprendre qu'ils n'auraient pas dû. Et c'est valide aussi pour les lanceurs d'alerte. Donc, cette silenciation, elle est générale. Et dans mon livre, je la décris comme, tu sais, ces bandes d'arrêt d'urgence qu'il y a le long des descentes dans les autoroutes. C'est pour le cas où les freins du poids lourd lâcheraient, il peut prendre cette bretelle et il va s'enliser dans le sable ou dans le gravier et ça l'arrête dans sa course folle. Eh bien, la parole des victimes, elle est traitée comme ça. C'est-à-dire la victime, elle prend son élan,
elle ose dire, et puis à un moment donné, il y a un emballement et ensuite, boum, dans le bac à sable. Ce qui fait que, par exemple, depuis que je parle du livre, hein, Oui. les gens me disent « Ah, ben, je connais quelqu'un à qui je pourrais l'offrir. » OK? Donc, ça veut dire il y a quelqu'un qui t'a confié son problème, qui t'a dit « Tu sais, quand j'étais petit, etc. » Et toi, t'en as fait quoi? Bah, rien. Ouais, elle m'a parlé, ma cousine. Ouais, ma cousine, elle m'a dit « Et rien. Et rien. » Le bac à sable dans lequel on est allé s'enliser. Et donc, c'est étonnant. Donc, on connaît tous quelqu'un, je suis sûre, là, dans tous nos auditeurs, on connaît tous au moins une personne à qui on pourrait offrir ce livre. Ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui nous a parlé. Et qu'est-ce qu'on a fait de sa parole? Ben, on l'a accueillie, on était embêté pour elle, on était peiné, mais il ne s'est rien passé de plus. Alors, il y a eu ce mouvement MeToo qui est quand même miraculeux, mais qui a failli aussi finir au caniveau. Il y a eu le mouvement MeToo qui a pris une ampleur incroyable, donc les gens ont ouvert des yeux comme ça. Le nombre de gens, hein, MeToo, balance ton porc, etc., la parole s'est libérée. Et quoi? Et qu'est-ce? Oh, bah alors, c'est un tribunal médiatique. Hein. Bonjour, la présomption d'innocence. Et c'est tout. Et donc, le MeToo, il a failli être pareil dans le bac à sable. On ne s'en occupe plus. Et heureusement que de temps en temps, il y a quelqu'un qui reprend son courage à deux mains, qui relance une affaire, hein, que ce soit Vanessa Springora, que ce soit Flavie Flamand, que ce soit Camille Kouchner, que ce soit des gens comme ça qui parlent, Judith Godrèche, qui fait qu'on n'arrive pas à enterrer le MeToo et que ça ressort. Oui. Et on est en lutte permanente avec ces mécanismes de silenciation. Donc, je suis très curieuse de voir comment ça va évoluer. La parole de Judith Godrèche, qui a été très puissante au moment où elle est sortie. Je suis très curieuse de voir ce que la société va en faire maintenant. Complètement. Et c'est tout à fait ça. Tu disais dans ton livre, des fois, les personnes, elles vivent, donc elles subissent un viol, et ensuite, quand elles vont en justice ou dans les médias, elles resubissent un viol parce que elles doivent raconter aux policiers, à l'inspecteur, au juge, à l'avocat. Et donc, tu vois, j'ai déjà cité 4 personnes. Alors, ces personnes-là, elles seront peut-être pas bien à l'écoute, elles seront peut-être dures, elles seront peut-être en train de dire « Ah, mais peut-être que vous l'avez cherché aussi, quels habits vous aviez, qu'est-ce que vous faisiez à cette heure-là, et pourquoi vous aviez bu, ou etc. » Comment, donc il y a 2 questions là-dedans, mais déjà que la culpabilité est retournée, on va dire « Ah bah toi, t'es trop belle, bah voilà, c'est normal aussi que tu subisses un viol. » Alors que, ben voilà, c'est pas parce qu'une pomme est trop belle qu'on va la voler dans l'étalage. Enfin, mais c'est d'autant plus stupide que c'est totalement faux, puisque la majorité, 80% des viols ont lieu sur des mineurs. Oui. Donc, je suis désolée, mais une petite fille de 3 ans, ça porte pas un porte-jartel et un soutien-gorge pigeonnant. Donc, on ne peut pas accuser une petite fille de 3 ans d'avoir été habillée comme une pétasse et d'avoir mérité ce qui lui arrive. Donc, tout ça, c'est les fausses pistes des agresseurs que la société a gobées et complètement introgérées. C'est l'agresseur qui retourne la culpabilité en disant c'est elle qui m'a provoqué, qui m'a cherché. Moi, je suis pure et innocente, je voulais rien, c'est elle qui m'a forcé, en gros. Hein. Et puis, il faut voir comment elle se comporte. Donc, toute la société a intégré la vision de la victime du violeur que c'est elle la coupable. D'accord. Et donc, c'est très violent pour les victimes parce qu'elles essayent d'obtenir du réconfort et elles obtiennent du critique. Comment tu étais habillée? Qu'est-ce que tu faisais dans ce parking? Et des choses comme ça. Hein, sachant que la même chose peut être à charge et à décharge. Par exemple, l'alcool, ça va servir à excuser l'agresseur. Oh, bah, le pauvre, il avait bu. Oui. Ça va permettre de charger sa victime. Ah, bah, l'andouille, elle avait bu. Donc, une femme qui a bu mérite d'être violée. Un homme qui a bu mérite d'être excusé d'avoir violé puisqu'il avait pu. Il y a vraiment ces 2 poids, 2 mesures où toute la compassion va à l'agresseur et où la victime, quoi qu'elle fasse, on va chercher la faille. Alors, il y a quelque chose de profondément humain dans ce mécanisme. C'est-à-dire qu'en cherchant en quoi la victime est coupable, je vais chercher à me protéger de l'idée que ça pourrait m'arriver. Ok. Tu as eu un accident de voiture, hein, je vais vite chercher qu'est-ce que tu as fait comme erreur de conduite que moi je ne fais pas en conduisant, bien sûr, qui fait que moi je ne peux pas avoir ton accident de voiture. Ah, tu roulais trop vite, ah, tu as regardé ton téléphone, ah, tu étais fatigué, ah, il pleuvait. Moi, non, ça ne peut pas m'arriver. Donc, c'est quelque chose de très humain
que d'essayer de se protéger de l'idée que ça pourrait nous arriver. Mais du coup, ça nous rend pourris avec les victimes parce que du coup, on n'a plus aucune compassion. On ne sait plus les accueillir avec bienveillance en disant « ma pauvre, viens chercher du réconfort, je suis là, c'est horrible ce qui t'est arrivé ». On lui dit « comment t'as fait, pourquoi t'as pas fait ?» Et donc, c'est effectivement, comme tu disais, un deuxième viol. Et alors, ce processus-là, il est encore aggravé par notre système judiciaire où c'est à la victime d'apporter la preuve et où, par défaut, tant qu'elle n'a pas apporté la preuve, elle ment. C'est notre système judiciaire qui est comme ça. Donc, l'accueil des policiers, des victimes, reste encore dans beaucoup de cas extrêmement violent puisqu'on vient essayer de prouver qu'elle ment au lieu d'essayer de trouver en quoi elle dit la vérité. Et donc, c'était le cas d'Océane. La confrontation à la police quand elle a déposé plainte l'a dévastée. Ah oui. Donc, si on a un message peut-être à faire passer ce soir à nos auditeurs, si quelqu'un vient vous confier quelque chose de cet ordre, ne minimisez pas et n'accusez pas et accueillez. Il suffit de dire « Oh mon pauvre, oh ma pauvre, je suis désolée pour toi ». Il n'y a pas besoin de dire 10 000 trucs. « Oh mon pauvre, je suis désolée pour toi ». Point. Et rien que ça réhumanise et ça apaise. C'est ça. Et on revient, comme tu dis, dans l'humain, parce qu'il y a quand même des choses qu'on nous dit pas. C'est qu'on nous fait croire qu'on est en danger dans la forêt, dans la rue, dans les parkings, etc. Alors que 80% des violences, c'est par des proches. Et on pense aussi, tu vois, que par exemple, le viol, ça va être un agresseur qui a une pulsion sexuelle et qui ne peut pas s'empêcher. Alors qu'en fait, c'est prémédité, c'est très réfléchi, c'est une domination qui a lieu plusieurs fois, etc. Et ensuite, la personne, l'agresseur, il passe à l'acte. Donc, tu vois, on n'a pas les bonnes notions aussi dans la tête en tant que personne et on croit des choses fausses. Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des clichés et des idées reçues sur le viol qui nous empêchent de voir qu'on a subi un viol quand on en subit un. Dans la tête de la plupart des gens, le viol, c'est une fille un peu gourdasse, un peu aguicheuse, qui est allée chercher les ennuis dans un parking souterrain ou en ayant bu un coup, etc. Et le violeur, c'est quelqu'un de pulsionnel qui est dans les bois aux aguets et qui saute sur ce qui bouge. Alors, ceux-là, on les médiatise. Hein. Là, s'il y a un violeur dans un quartier de Paris, celui-là, on va le médiatiser. Sauf que la majorité des viols, effectivement, sont intrafamiliaux, proviennent de gens qu'on connaissait, qu'on connaît bien. Oui. Et la plupart des viols se font pratiquement sans violence par le mécanisme de sidération. Et donc, la personne ne met même pas le nom de viol sur ce qu'elle a vécu. Tout à fait. Hein. Alors que l'effet de surprise est répertorié par la loi comme faisant partie des agressions sexuelles, l'effet de surprise. Et on l'a vu avec cet entraîneur qui a embrassé la joueuse de foot sur la bouche par surprise. Oui. Il y a beaucoup de gens, et surtout les bourrins fouteux, qui n'arrivaient pas à comprendre que c'était une agression. Par surprise, embrasser quelqu'un par surprise sur la bouche, c'est une agression. Et il y a plein de gens pour qui c'est pas encore rentré. Et donc après, moi, je vais avoir dans ma clientèle une dame très mal à l'aise, pas bien du tout depuis quelque temps. Et en fait, elle a fait une soirée chez elle avec des voisins et des amis, etc. Et puis, on avait un peu bu. Donc, ça y est. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Hein. J'ai suivi mon voisin dans la chambre à coucher et on a couché ensemble. Alors qu'en fait, ce mec-là, je ne comprends pas, il me dégoûte plutôt, je n'avais pas envie, je m'en veux, j'ai trompé mon mari. Oh. Et à aucun moment, cette personne ne met le mot de viol sur ce qui lui est arrivé. Surprise, sidération, alcool aidant, et puis, on en a parlé tout à l'heure, mais on va revenir dessus, avec l'effroyable incapacité des femmes à dire non de manière brutale. Tout à fait. J'ai dans ma clientèle des femmes qui se sont fait violer par politesse, parce que seul un bon dégage connard ou un bon coup de genou bien placé les aurait sortis d'affaire. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Une jeune fille comme ça, elle avait senti que c'était un collègue qui lui avait proposé d'aller boire un verre, et puis le mec, c'était pas calculé son truc. Oh, mais j'aimerais bien passer chez moi pour prendre une douche avant de sortir, parce que quand même, après le travail, etc. Et elle couillonne, elle le suit chez lui,
Et quand il est parti prendre sa douche, elle avait qu'une envie, c'était de se barrer en courant. Et je lui demande, ça a été très jeune cette jeune fille, je lui demande, et pourquoi tu n'es pas partie? Parce que ça ne se fait pas de partir sans dire au revoir. Ben oui, la politesse, oui, tout à fait. Voilà, se faire violer par politesse. Donc là, il n'a pas réussi à la violer, mais il l'a copieusement tabassée. C'est les voisins qui lui ont porté secours. Eh bien, la police est quand même allée demander au petit copain de cette jeune fille si elle n'avait pas des tendances sadomaso. Donc, toujours cette inversion de la preuve, etc. Donc, oui, il faut que les femmes apprennent à dire non de manière brutale, à être complètement impolies. Et quand toutes les femmes sauront dire « dégage, connard » avec un bon coup de genou bien placé, le nombre de viols sur les adultes, s'entend, parce que sur les enfants, c'est une autre dynamique, sur les adultes, diminueront. L'effet de surprise, il sera dans les deux sens. Tu m'as embrassé de force sans que je m'y attende. Tu t'attendais pas non plus à mon coup de genou dans les parties. Tout à fait. Alors là, je vais en profiter justement pour partager le livre d'autodéfense pour les femmes, Non, c'est non, de Irène Zeilinger, Zelinger. Donc, c'est un petit manuel pour les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Et dans ça, vous aurez donc l'autodéfense verbale, émotionnelle, psychique et physique, et bien sûr sexuelle aussi. Donc, je valide complètement ce livre et de mon point de vue, on devrait toutes l'offrir au moins à 2-3 copines par sororité. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est effectivement, c'est au-delà de l'affirmation de soi tranquille, en tant que femme, on a vraiment une programmation à être gentille, à être douce, à pas faire de vagues, à pas se faire remarquer, etc., qui nous prédispose face à des gens qui transgressent nos limites à ne pas savoir comment réagir avec virulence. Tout à fait. Et donc, les femmes, les hommes qui subissent des viols ou des agressions sexuelles ou des attouchements, donc elles ont du mal à stopper la chose et tout ça à cause de la sidération. On va parler de ça, mais j'aimerais bien aussi que tu nous parles du fait d'en parler à sa famille. Tu vois, une personne qui aurait vécu des attouchements ou de l'inceste jeune dans sa famille, comment sera la réaction de la famille? Est-ce qu'il y aura du soutien ou pas? En parler, ne pas en parler? Quand en parler? Tu vois? Alors, là, il y a plusieurs questions dans ta question. Donc, je voudrais remettre les choses dans l'ordre. Quand il nous arrive des ennuis à l'âge adulte, c'est que nous avons été agressés dans l'enfance. Ok. Et ça, c'est vraiment la première chose à dire qui est importante. C'est-à-dire, si moi, femme adulte, il m'arrive des ennuis, c'est effectivement parce que j'ai intériorisé petite des mécanismes de sidération qui fait que face au danger, au lieu de fuir ou de combattre, je me retrouve complètement pétrifiée. Donc toute personne violée à l'âge adulte peut se dire qu'il y a un schéma qui a été installé dans l'enfance. Et dans l'enfance, effectivement, la majorité des agressions dans l'enfance sont intrafamiliales. C'est quelquefois le curé, c'est quelquefois un ami de la famille, c'est quelquefois un voisin, mais dans la majorité des cas, c'est un membre de la famille. Okay. C'est un oncle, un père, un grand-père, c'est une grand-mère aussi. Hein. Il ne faut pas nier le fait qu'il y a des femmes qui sont des agresseuses également. Donc, quand les agressions sont intrafamiliales, le problème, c'est que la famille est un véritable système mafieux. Ok. Et donc, dans la majorité des cas, dans les familles incestées, quand une victime parle, elle est très mal reçue. Elle est très mal reçue. Donc c'est un vrai problème. C'est dans beaucoup de cas, par exemple, une petite fille qui va dire à sa mère, maman, papy, il me fait des choses. La mère, ayant elle-même subi les mêmes choses du même grand-père qui était son père, quand la petite fille parle, se dissocie. C'est pas qu'elle soit de mauvaise volonté, mais elle va se dissocier et donc elle ne va pas entendre ce que dit la petite fille. Donc l'enfant parle dans le désert, la mère, après, elle est aux prises avec ses propres mécanismes d'amnésie, c'est tout un système. Et donc, une victime qui parle dans une famille, elle secoue tout le système de déni, d'amnésie, etc. Et puis surtout, elle remet en cause la toute-puissance de l'agresseur. Dans son livre « Le berceau des dominations », Dorothée Ducy a remarqué que même depuis sa prison,
l'incesteur continue à dicter sa loi. Ok. Donc, c'est très compliqué de dénoncer un membre de la famille au reste de la famille. Hein, d'où la Familia Grande de Kouchner, dont La Fabrique des pervers de Sophie Chauveau. Donc, dans le meilleur des cas, d'autres victimes parlent. Et c'est là où on peut se rendre compte que quand on se fait agresser, quand on est agressé sexuellement dans une famille, l'agresseur se débrouille pour que la victime croit qu'elle est seule et que donc c'est de sa faute à elle quelque part. Et c'est un choc pour les victimes quand elles osent parler de découvrir que d'autres membres de la famille étaient victimes au même moment, tellement tout ça est cloisonné. Et donc, ça n'est pas une solitude, c'est une mise à l'isolement, Okay. où l'agresseur se débrouille pour que… Alors, ça complique la prise de parole aussi. Puis, si je crois qu'il n'y a que moi qui ai eu des ennuis dans cette famille, j'ai l'impression que je vais bousiller un système heureux avec mon petit problème personnel. Mmh. Mais en général, c'est une déflagration dans ces familles et une déflagration que toute la famille va essayer de transformer en pétard mouillé avec son mécanisme de silenciation. Donc souvent, malheureusement, quand un enfant parle dans une famille, même s'il parle à l'âge adulte, il n'est pas très bien reçu. D'accord. Et donc, si les parents eux-mêmes font des violences ou laissent faire des violences, ça témoigne qu'eux-mêmes sont dissociés ou qu'ils ont automatiquement vécu eux-mêmes ces mêmes violences-là? Peut-être pas à chaque fois. Peut-être pas à chaque fois. Je pense que dans une famille, on n'a pas envie des ennuis. D'accord. On a, dans beaucoup de cas, il faudrait déposer plainte, il faudrait réagir de manière énergique, mais c'est déjà le cas pour les cas de manipulation mentale, d'emprise, de violence conjugale. Faire face au problème, ça consiste à réagir de manière très énergique, donc de bouleverser tout l'écosystème quelque part. Donc, il y a des gens, le fameux hashtag pas de vague qu'on Oui. dénonce pour l'éducation nationale, il est valide dans toutes les familles. Fais pas d'histoire, si ton père va en prison, qui va ramener de l'argent, etc. Mais tu te rends pas compte, toute la famille va nous en vouloir. Enfin, il y a tout cet écosystème qui refuse la déflagration qu'est la prise de parole. OK. Et beaucoup de familles reprochent à la victime, tu détruis une famille unie. Oui. Famille tuyau de poil quand même, hein, je voudrais pas dire. Dans les familles incestées, il n'y a pas beaucoup d'amour, il n'y a pas beaucoup de respect, il n'y a pas beaucoup de tout ça, mais on détruit les apparences d'une famille unie. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors là, on aimerait parler vraiment aux personnes qui ont vécu des abus sexuels, des agressions ou des attouchements, pour vous déculpabiliser. Parce que souvent, la culpabilité change de camp. C'est plus l'agresseur qui est coupable, c'est vous. Vous vous sentez coupable, vous vous dites que c'est de votre faute, que c'est à cause de vous que ça s'est arrivé et vous continuez à être coupable et donc à continuer à vivre d'autres agressions. Est-ce que, Christelle, tu peux nous parler de ça et aussi leur expliquer donc aux personnes comment ça se passe, cette dissociation, cette sidération? Pourquoi, de toute façon, tu vois, elles se sont défendues, elles ont survécu. Rien que survivre, déjà, c'est se défendre, tu vois? Alors, il y a à nouveau deux choses dans ce que tu dis. Il y a deux culpabilités dans la culpabilité. Toutes les victimes d'agressions sexuelles se sentent coupables. Et pour des trucs idiots. J'aurais jamais dû aller à cette soirée, par exemple. Hein. Ouais. Ou j'aurais jamais dû aller dire bonsoir à tonton avant d'aller me coucher. Ouais. Des culpabilités idiotes comme ça, et qui sont directement induites par l'agresseur de tu l'as bien cherché, c'est toi qui le demandais. Hein. Et on le voit encore dans l'Église catholique quand l'abbé de la Morandais dit « Ah, mais c'est les enfants qui viennent chercher de la tendresse ». Oui, j'étais venue chercher de la tendresse, pas de me faire coller une fellation. C'est Ouais. hallucinant qu'il a encore. Donc effectivement, il y a cette culpabilité, c'est moi qui ai cherché. Moi, je cherchais juste de la protection, je cherchais juste du réconfort, je cherchais juste à faire un câlin à mon tonton. J'ai jamais rêvé de lui tailler une pipe. Mmh. Mais voilà, elle porte cette culpabilité-là, donc il faut remettre les choses à leur place.
si vous aviez moins de 15 ans, zéro culpabilité sur vous, toute la culpabilité sur l'agresseur. C'est un viol sur mineur, point barre. Un mineur est systématiquement, juridiquement innocent quand il se passe un truc sexuel avec lui. Ça, c'est pour une des formes de culpabilité. Et l'autre culpabilité qu'on retrouve énormément chez les victimes, c'est celle que tu abordes à propos de la sidération, de pourquoi je ne me suis pas défendue, pourquoi je n'ai pas dit non. Oui. Et ça, c'est effectivement important que les victimes comprennent que l'agression sexuelle est gérée par ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est un cerveau indépendant et qui s'occupe de notre survie et qu'on ne peut pas raisonner parce qu'il est pur instinct. On ne peut pas raisonner le cerveau reptilien, c'est pur instinct. Et en pur instinct, on a 3 possibilités, fuir, combattre ou faire le mort. On n'a rien d'autre comme possibilité. Et quand on est agressé par un prédateur, ce cerveau reptilien se sent en danger de mort. C'était Eva Thomas qui disait « Le viol est un meurtre sans cadavre ». Oui. Le cerveau reptilien capte, au-delà de l'aspect purement sexuel de la chose, la volonté de détruire du prédateur. Parce que ça aussi, il faut que les gens le sachent, dans l'agression sexuelle, le plaisir, c'est l'agression, ce n'est pas le sexuel. Le sexuel est un moyen d'agresser, de détruire, de salir, d'avilir, de soumettre. Donc, le plaisir n'a rien de sexuel, c'est que l'agression qui fait plaisir au prédateur. Et donc, la pauvre petite victime ressent cette pulsion de mort qu'il y a chez son agresseur et son cerveau reptilien réagit en disant « Bon, combattre, c'est un peu compliqué. Hein, » D'où l'intérêt d'Irène Zellinger ou Zellinger, oui, comme tu dis, pour nous apprendre à leur mettre des bons coups de genoux bien placés, réapprendre à combattre. Alors, moi, j'aime bien parce que des fois, je dis, quand on aura formé toutes les petites filles aux arts martiaux et à la capacité de se défendre, il y aura moins d'agression. Et bien là, les mecs, ils font la gueule. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un de mes objectifs, tu vois, de me dire, dans toutes les écoles, on démarre dès la maternelle, et aussi aux petits garçons, on leur apprend à se défendre et on leur apprend à être dans le respect, et aux petites filles aussi, bien sûr. Voilà. Et tout change. Voilà. Et donc, combattre, et puis alors après, et comme je te dis, la plupart du temps, les premières agressions, elles ont un âge où on est tellement petit, qu'est-ce que tu veux qu'un petit bonhomme ou une petite bonne femme de 3-5 ans, c'est les premiers âges d'agression en moyenne, se défendent face à ce géant, d'autant plus qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Bien sûr. Entre 3 et 5 ans, l'enfant, il ne comprend même pas. Il sent que c'est mal, il sent que c'est dangereux, il sent qu'il y a un problème, mais il n'est pas capable de comprendre ce qui est en train de lui arriver. Donc, pur instinct, je ne peux pas combattre, je ne peux pas fuir. Quand je suis un enfant, je ne peux pas fuir. Donc, qu'est-ce qui me reste? Faire le mort. Et la personne est obligée de se dissocier pour ne pas souffrir, d'où les amnésies traumatiques, d'où les états dissociatifs qu'on retrouve après dans le stress post-traumatique, d'où cette immense culpabilité de pourquoi je me suis laissée faire. Je me suis laissée faire parce que mon cerveau reptilien m'a dit « Ma cocotte, si tu bouges, t'es morte. » C'est ça. C'est important de le dire. Oui, c'est très, très important. Et alors, c'est d'autant plus vicieux quand c'est fait sous forme, ce qu'on appelle les viols par sidération, justement. Donc, vous avez un voisin, un collègue, quelqu'un que vous connaissez, qui est plutôt sympa d'habitude, et puis là, il est bizarre. Et vous demandez qu'est-ce qu'il a. Il a pris de la drogue, il a fumé, il a bu. Qu'est-ce qu'il a? Il est bizarre. Donc, l'inquiétude monte. Et le prédateur va commencer à avoir un comportement dissonant, complètement dissonant, dire une chose, l'autre, avoir un regard de tueur, puis redevenir brusquement sympa, etc. Il passe à côté de vous, il vous prend la main, il vous dit « Oh, t'as des belles mains, elles sont fines, elles sont belles. Elles doivent casser comme du verre. » Et hop, il passe à autre chose. Et vous dites « Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Si tu bouges, je te pète un doigt. » Enfin, par contre, l'inconscient capte tout ça. Puis après, il vous prend dans ses bras, il vous serre comme une brute, il dit, avec un ton doucereux, « Je ne veux pas te faire de mal. » Oui. Et votre inconscient entend ne m'oblige pas à te faire du mal. Le conscient ne comprend même pas ce qui se passe. Et à un moment donné, la victime se retrouve complètement paralysée, comme un oisillon avec un boa. Oui. Et alors là, la culpabilité, elle est encore plus forte
parce que la violence n'aura à aucun moment été apparente. Donc, c'est tout ça qu'il faut que les victimes comprennent. C'est que le viol une agression sexuelle est un danger de mort pour le cerveau reptilien. Et donc, il y a de fortes chances pour qu'ils vous mettent hors circuit, dissocie-toi et commence à mourir. Merci Christelle pour ce rappel, c'est vraiment important. Oui, Alors, oui. Merci de l'avoir abordé, parce que s'il y a un truc qu'on doit retenir de tout ça, c'est ça. C'est quand on est victime d'un viol, il s'est passé ces mécanismes au-delà de notre champ de volonté et de conscience. C'est ça, quoi. Exactement. Et tu vois, on va parler, en fait, parfois peut-être vous avez des symptômes et vous savez pas ce que c'est et vous vous sentez mal. Et normalement, quand, par exemple, tu as dit, tu as des mains, elles peuvent casser comme du verre, j'ai eu un boom dans le ventre, tu vois. Mais donc, voilà, ça s'appelle le stress et ça part après. Ça m'alerte que là, il y a un problème et puis ensuite, ça s'en va. Mais il y a des personnes qui vivent ça en continu du matin au soir, nuit et jour pendant des années. Et ça, plus d'autres choses, ça peut être du stress post-traumatique qui est lié à des agressions avant, qu'elles ont oubliées ou pas. Est-ce que tu peux nous parler de ces symptômes de stress post-traumatique? Oui, alors, il faut savoir qu'on considère qu'environ 60% des victimes d'agressions sexuelles sont en amnésie traumatique, donc vont développer les symptômes dont on va parler sans même comprendre pourquoi ça leur arrive. Donc, c'est vraiment important. Alors, le stress post-traumatique, on le connaît depuis l'Antiquité, en fait. On s'est rendu compte, même pendant l'Iliade et l'Odyssée, que les soldats troyens, quand ils rentraient du combat, c'était plus les mêmes, qu'ils avaient des comportements bizarres, qu'ils étaient déprimés, agressifs, c'était plus les mêmes personnes du tout. Mais pendant des millénaires, on n'en a rien fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était prends sur toi. Hein, prends sur toi, contrôle-toi, sans comprendre que c'était du stress post-traumatique. Après, il y a la religion, t'as qu'à prier et te comporter en bon chrétien et tout ira bien. Et puis, il y a eu la psychanalyse qui a quand même commencé à se dire, mais il se passe des trucs dans notre tête qui peuvent influer sur nos vies. Mais il a fallu attendre non pas la Deuxième Guerre mondiale, attendre la guerre du Vietnam pour repérer sur des vétérans de la guerre du Vietnam. Et j'en profite parce que ça me révolte pour dire, on dit vétérans, on pense à des petits vieux, c'était des très jeunes. Okay. C'était des gamins qu'on a envoyés se faire massacrer au Vietnam. C'est des gamins qui sont rentrés fracassés du Vietnam. Alors, on dit vétérans, ça fait le vieux routard, etc. Non, c'était des gamins. Par contre, on s'est rendu compte qu'ils étaient rentrés dans un état effroyable. Et ce, d'autant plus que la guerre du Vietnam a été particulièrement sadique et violente de part et d'autre, et qu'elle a été particulièrement impopulaire aux États-Unis. Donc, ils n'ont même pas eu le réconfort d'être accueillis en héros. Donc, ces pauvres vétérans qui sont rentrés du Vietnam ont développé des symptômes où au début, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces caractériels? On a essayé de les punir, de les enfermer et tout, puis on s'est rendu compte qu'ils étaient à peu près tous dans le même état et que la menace de punition ne changeait rien. Et c'est seulement à ce moment-là, donc tu vois, guerre du Vietnam 1968, ça fait quoi? Ça fait même pas 60 ans qu'on se pose la question de c'est quoi le stress post-traumatique. Donc, c'est assez récent. Et on a encore beaucoup de mal à l'appliquer aux agressions sexuelles alors que les symptômes sont les mêmes. Parce que qu'on soit agressé sexuellement ou qu'on soit agressé à la guerre, notre cerveau reptilien se met dans le même état d'alerte de « je suis en danger de mort ». Donc, les symptômes, ils sont pourtant bien connus. Le principal, c'est ce qu'on appelle des flashbacks. La personne a des images qui lui reviennent dans la tête. Donc, par exemple, j'ai eu un accident de voiture et de temps en temps, j'ai l'image d'un tonneau qui me revient dans la tête au moment où je faisais le tonneau en voiture, par exemple. Et j'ai un coup au cœur, comme tu disais, et puis ça passe, non, c'est bon. Mais je vais avoir les mêmes flashbacks si, par exemple, j'entends un crissement de pneus qui réactive l'idée de l'accident de voiture. Donc, pour les gens qui ont connu la guerre, ça va être les détonations, y compris les feux d'artifice. Pour les gens qui ont vécu des agressions sexuelles, ça peut être beaucoup plus subtil. Ça peut être un regard de tueur. Hein, les prédateurs ont des regards glaciaux. Donc, moi, j'ai en 60 ans, en 30 ans de carrière, j'ai des victimes qui sont venues me montrer des photos
prises au bon moment sur leur manipulateur. D'accord. C'est des regards de haine froide. Et que même sur la photo, ça te fait froid dans le dos. Donc, il suffit d'un regard comme ça et ça réactive à l'intérieur de toi tout ce que tu as vécu pendant ton agression sexuelle. Donc, des flashbacks. Alors, quand tu es en amnésie, tu ne peux pas faire le lien entre ce qui t'arrive, pourquoi tu es bouleversé comme ça, et ce qui vient de se produire, qu'est-ce qui a déclenché quoi. Donc, ça donne l'impression aux gens qui sont fous, qu'ils ont des hallucinations. Et donc, ils se disent, mais je deviens cinglé, qu'est-ce qui se passe? Flashback, cauchemar, difficulté d'endormissement, et pour cause, mon cerveau reptilien est resté en état d'alerte, hein, danger, danger, m'aider. Mon cerveau reptilien, il ne s'endort pas dans une condition comme ça. Donc, toutes les victimes ont des troubles du sommeil. Et d'autant plus que souvent, les agressions se produisent la nuit dans leur lit, donc ça n'aide pas non plus à aller au lit. Hein. C'est beaucoup de victimes qui ont des problèmes. Donc, flashback et troubles du sommeil, troubles de la concentration et problèmes de mémoire. Quand tu es en état d'alerte, tu ne peux pas te concentrer sur rien. Et moi, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, bon sang, mais j'avais oublié. En fait, j'étais en voiture et il y a un abruti qui m'a fait une queue de poisson que j'ai eu la peur de ma vie. Mais j'ai eu la peur de ma vie, abruti, connard, des gars. Et après, bourré d'adrénaline, comme ça au volant, et rien à faire puisqu'il était parti, c'est une agression à part entière. Une queue de poisson, on essaye de t'envoyer dans le fossé. Hein. Ouais. Et bourré d'adrénaline comme ça, et je me suis rappelé, j'ai dit, mais oui, les victimes d'agression, elles sont dans cet état-là, H24. Et dans ma voiture, je ruminais le truc, j'étais incapable de me concentrer, de revenir à ce que j'allais faire avant. Voilà, les problèmes de mémoire et de concentration, ils viennent du fait d'être bourré d'adrénaline dans cet état d'alerte permanent et de ne pas pouvoir juste se poser. Ensuite, et moi, je fais un lien très, très ferme avec les états dissociatifs, hein, combattre, fuir ou faire le mort, mon cerveau, il est resté à se préparer à mourir. J'ai cru que j'allais mourir, je me suis dissociée, exactement comme la gazelle dans la savane. Hein. La gazelle, elle se dissocie pour que quand le lion la bouffe, émotionnellement et physiquement, elle n'est déjà plus là. Et donc, les gens en stress post-traumatique restent dans cet état dissocié de faire le mort, prêt à mourir. Et après, on dit, ah, t'es drôlement dépressif. Bah oui, mon cerveau reptilien est resté avec l'idée de mort imminente et il me prépare à ça. Voilà, et puis après, il y a tous les autres symptômes qu'on retrouve plus directement avec les agressions sexuelles, mais c'est pareil, il y a des comportements agressifs inappropriés, des réactions émotionnelles inappropriées, sur-réagir ou sous-réagir. Bah, dis donc, tous les faits que ça te fait, bah oui, tu vois, je suis dissociée, ça me touche même plus. Ou alors, sur-réagir parce que ça réactive mon traumatisme, etc. Et on retrouve aussi beaucoup dans les agressions sexuelles tous les troubles alimentaires. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est vraiment encore plus typique des agressions sexuelles. Les vétérans du Vietnam n'ont pas eu de tels problèmes de comportement alimentaire. Par contre, on retrouve dans tous les cas aussi des risques d'addiction très forts, que ce soit aux médicaments, à l'alcool, donc la boulimie aussi, mais des comportements très compulsifs, y compris sexuellement. Okay. Et c'est des symptômes qui devraient aujourd'hui être connus. Et c'est pour ça que je suis contente qu'on en parle ce soir ensemble, parce que, puisqu'on parle aussi des penses-trop, souvent, par exemple, on va dire, ah, ben, ce petit est HPI, on a fait les tests, on a vu qu'il était HPI, et quoi? Bah oui, on a dit qu'il était HPI, on a tout dit, puis personne n'en tient compte dans l'école, par exemple. Ah bah oui, il est HPI, ah bah oui, c'est un HPI, ou c'est un surdoué, ou c'est un hypersensible, voilà, ça a été dit. Et tout ce que ça implique derrière, rien du tout. Et ben le stress post-traumatique, j'ai l'impression qu'on en est là, c'est-à-dire qu'on le décrit de plus en plus, puis on va dire, ah bah voilà, vous êtes en stress post-traumatique, et quoi? Ben rien de plus. Comme si ça n'avait pas de valeur. Merci. On va parler de comment toi tu traites en accompagnement ce stress post-traumatique et ces victimes d'agressions sexuelles. Mais d'abord, Christelle, est-ce que tu veux bien nous donner tes bons conseils pour protéger les enfants en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que professeur, en tant que... Qu'est-ce que tu en penses là? Comment les adultes pourraient être beaucoup plus attentifs
pour qu'il y ait moins d'abus sexuels, d'agressions sexuelles sur les enfants? Alors, il se dit que les enfants qui sont agressés sexuellement ont 3 caractéristiques principales qu'on retrouve à peu près dans tous les cas de figure. La première caractéristique, ce sont des enfants qui sont affectivement carencés. Ok. Donc, c'est plus facile d'attirer un enfant qui est en manque d'affection avec de la séduction qu'un enfant qui est nourrir à la gueule d'affection et qui n'aura pas besoin, qui ne répondra pas aux attentes de séduction. Donc, la première chose que peuvent faire les parents, c'est de remplir d'affection leurs enfants, mais qu'ils soient débordants d'affection, qu'ils n'aient pas de carence à ce niveau-là. Et tu vois, là, déjà, dans les cas où un des deux parents est manipulateur, il y a une énorme carence du côté du parent manipulateur. Donc, nourrir nos enfants, plus on les câline, plus on leur donne des chauds doudous, plus on prend soin d'eux, plus ils sont adorés à la maison, plus ils sortent du profil premier. Okay. La deuxième chose qu'on retrouve chez les enfants agressés, ce sont des enfants maladivement obéissants. Ça veut dire qu'on a brisé chez eux leur précoce capacité d'affirmation de soi. Pourtant, on le sait tous, hein, avec le terrible 2 des bébés, quand à 2 ans, ils disent non tout le temps, à l'âge du non, mets tes chaussures, non, va prendre ton bain, non, les bébés disent non. Et en fonction de comment on a endommagé la capacité à dire non d'un bébé, entendez bien ça, la façon dont on a endommagé la capacité à dire non d'un bébé va conditionner ses comportements de soumission futurs. Ok. Donc, il faut vraiment se rassurer si on a des gamins un peu durs à cuire à la maison et qui osent revendiquer et qui osent dire « mais tu m'embêtes maman, mais non, je ne veux pas mettre ce pull-là », même si on a l'impression qu'ils font un peu des caprices et qu'ils ne sont pas des durs. C'est rassurant un enfant qui sait s'opposer. On revient sur le livre d'Irène Zélinger. Oui, tout à fait. Donc, favoriser les capacités d'affirmation de soi des petits. Avoir un enfant qui est capable de dire non, c'est rassurant. Super. Voilà. Et la troisième chose, c'est que visiblement, les enfants qu'on agresse ont aussi une carence en connaissance de comment on fait les bébés. Okay. Donc, faire de l'éducation sexuelle précoce serait un bon moyen préventif. Mais par contre, je suis d'accord avec Ariane Bidalian sur le bilan, je ne sais plus son nom, Ariane, qui a écrit L'imposture des droits sexuels des enfants et qui dénonce la façon dont on fait l'éducation sexuelle à l'école aujourd'hui, qui est extrêmement perverse. Donc, il faut apporter aux enfants des connaissances sur comment on fait les bébés. Il ne faut surtout pas leur dire à 3 ans que la sodomie, c'est normal. Voilà, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai qu'un enfant, plus il voit venir le prédateur avec sa bite à la main, plus il a des chances de mieux réagir. Que s'il ne comprend même pas ce qui se passe, maintenant, ce n'est pas valide pour des enfants très jeunes. Parce que les enfants très jeunes, la seule façon de faire de la prévention, c'est de les surveiller. Exactement, oui. Il y a un défaut de surveillance des adultes qui est immense aujourd'hui. On ne surveille plus, même dans les cours de récréation, etc., on ne surveille plus suffisamment les enfants. Donc voilà, ça c'était pour répondre à ta question sur les techniques préventives. Mais j'ose espérer justement que mon livre sera une technique préventive, à savoir plus on aura réparé d'anciennes victimes, moins elles seront susceptibles de reproduire ou de laisser reproduire en étant dissociées. Tout à fait. Ça, c'est aussi une bonne approche. On travaille sur les adultes et aussi au niveau des enfants dans l'école et à la maison. Voilà, tu vois, ça rejoint l'exemple que je te donnais tout à l'heure. La mère qui a été agressée par son propre père, quand la petite fille vient se plaindre du grand-père, la seule réaction qu'elle a, c'est de se dissocier à cause de son cerveau reptilien qui disjoncte. Et donc, elle n'est pas en capacité de protéger sa fille. Si on a réparé la mère, elle sera beaucoup plus en capacité de protéger sa fille. Mais tu te rends compte, c'est terrible, 60% des gens qui sont en amnésie. Donc, ça veut dire que la mère, elle peut aussi confier, en étant complètement amnésique de ce qui lui est arrivé, son enfant à un grand-père agresseur.
Mais complètement, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que l'inceste, c'est transgénérationnel aussi, ça se poursuit. Voilà. Donc, comment faire réparer un maximum de victimes adultes pour qu'elles soient en capacité de protéger les enfants. Merci Christelle, merci. Alors là, avant d'avoir un peu les réponses aussi que tu donnes dans ton livre et que il faut le lire pour bien, bien approfondir tout ça, tu vas nous donner quelques petites infos, mais j'aimerais que tu nous parles de l'atelier qui s'appelle Être heureux en couple quand on est hypersensible. C'est un atelier qu'on a réalisé ensemble. Il est Mmh. déjà enregistré. On vous le propose pour que vous puissiez trouver aussi peut-être l'amour, parce que là, on parle de choses qui sont pas faciles, mais quand même, faut pas oublier l'essentiel, c'est d'être heureuse et heureux. Si tu Mmh. veux nous en parler, Christelle. Alors, c'est depuis que je m'intéresse aux hypersensibles, et autres pensent trop, c'est une demande récurrente de dire: «Moi, je suis une bille en amour, je sais pas draguer, je vois pas quand on me drague, j'ai une prédilection pour choisir, les partenaires, qui vont être prédateurs et qui vont, miner l'estime de moi, et je suis indépendant affectif, je sais pas rompre, je sais pas choisir la bonne personne, je ne sais pas aimer sans souffrir» et cetera. Donc cet atelier, l'objectif, c'est ça, c'est de se reparamétrer, de comprendre comment on fonctionne, et de réaliser. Alors, je vais spoiler un peu le truc, mais en gros, il s'agit de restaurer sa consistance dans la relation, parce qu'on ne peut être aimé que si on est soi et qu'on est présent dans la relation. Si je suis tout le temps en train de m'oublier et de me suradapter à l'autre, j'ai pas de consistance dans la relation et donc il n'y a pas de rencontre possible. Donc, c'est très résumé, mais c'est tout ça qu'on aborde, comment restaurer l'estime de soi, comment retrouver sa consistance, comment s'aimer soi-même. Comment tu veux qu'on t'aime si tu t'aimes pas toi-même? Imaginez, je déteste les épinards, hein, mais vous allez venir dîner, je vais vous cuisiner des épinards, j'espère que vous allez aimer ça et je vais être déçue si vous les aimez pas. Oui, c'est compliqué. Voilà. Si je m'aime pas moi-même, je vais jamais comprendre qu'on m'aime. Donc, tout un travail de restauration de l'amour de soi, tout un travail de remettre les paramètres dans le bon sens pour pouvoir aimanter les bonnes personnes et nouer avec elles des relations saines et constructives. Voilà. J'ai bien résumé? Ah oui, super, carrément. Donc on vous propose cet atelier, il est en replay, vous pouvez l'avoir directement et l'écouter et justement développer en vous le fait de trouver l'amour, le bon, quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Et on a de belles questions. Il y a Estelle qui te demande, Christelle, alors elle te demande pourquoi ne donnons-nous pas les moyens financiers à ces victimes de se refaire? Ce que ces personnes cherchent n'est que d'avoir une indépendance, à défaut que ceci soit transmis par la famille. Alors, les moyens financiers, il faudrait déjà leur donner aussi les moyens psychologiques de se refaire, et on est dans une société où on ne sait même pas soigner les agressions sexuelles au niveau psychologique, hein. Il y a des vraies carences dans la prise en charge, en soins de ces personnes. Et effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si jamais on commençait à indemniser correctement les victimes, les agresseurs en profiteraient pour dire: voyez bien, c'est juste pour le pognon qu'elle fait ça. Moi, je préfère restaurer les victimes pour qu'elles retrouvent l'énergie d'aller gagner leur vie, pour que ensuite elles retrouvent cette indépendance. Mais voilà, les moyens financiers aux victimes. Alors, si, quand même, une petite remarque que je voudrais faire, dans mon livre, j'ai fait la liste des types d'agressions sexuelles et de ce que ça coûte en amende, hein. C'est même pas en dommages et intérêts mais alors ça va être 15 000 € d'amende pour ci, 20 000 € d'amende pour ça, etc. Et bien, figurez-vous que le viol, il n'y a pas d'amende. J'ai cherché, j'ai vérifié avec les avocats. Vous faites l'exhibitionniste avec votre imperméable. Vous pouvez avoir jusqu'à 15 000 € d'amende pour avoir fait de l'exhibition. Vous violez pas d'amende. C'est étonnant quand même. C'est étonnant. C'est très étonnant. D'ailleurs, j'ai retenu ce que tu as dit sur les personnes qui laissent commettre des agressions, des coups, des abus, de l'inceste sur leurs enfants ou sur des enfants. C'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Tous les parents qui font ça, alors, tous les éduques, tout le monde, quoi. Voilà. Alors, c'est très, très précisément, c'est toute personne qui a suspicion de mauvais traitement sur un enfant. C'est même pas des preuves. Toute personne qui a suspicion, c'est la loi, hein,
toute personne qui a suspicion de mauvais traitement sur un enfant est tenue de le signaler et effectivement, 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende s'il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un nombre invraisemblable de gens qui devraient être en prison actuellement. Les médecins qui on ne se mêle pas des affaires, les enseignants qui devraient voir qui n'ont pas vu, les psys qui n'ont pas fait de signalement, les nounous, les oncles, les tantes. Dans mon livre, tu as vu, je propose de faire un procès de la société. Quand un enfant est agressé, c'est tous les adultes qui sont coupables. Tous les adultes qui auraient pu savoir, qui auraient dû se douter, parce que même si un enfant il parle pas, il envoie d'énormes signaux de détresse et tout le monde est passé outre. Alors je donne l'exemple dans mon livre. Maman, je veux plus aller chez papy le week-end. Maman, je veux plus aller chez. Mais si, il est gentil papy, et non pas qu'est-ce qui se passe avec papy le week-end pour que tu veuilles plus y aller. Donc là, il y a toujours, on revient aux silenciations et on revient aux adultes qui devraient avoir des suspicions et qui passent à côté, quoi. Merci, merci Christelle, parce que c'est précieux ce que tu dis, ça va aider beaucoup de personnes, vraiment. Maintenant, je suis passée une fois à côté d'une petite fille et j'en suis encore malade aujourd'hui. D'accord. La gamine, j'ai su après par la police, la gamine avait dit à sa mère, je veux voir Christelle, je veux lui dire ce que me fait mon papa. Oh là là. Et la mère est passée d'abord dans mon bureau en disant, oh, elle a une petite copine à l'école qui l'emmerde, il faut que vous l'aidiez vraiment à sortir de ce harcèlement. Et donc, la gamine est arrivée dans mon bureau et je lui ai dit, alors, ma chérie, il paraît que tu as des problèmes à l'école. La gamine, elle m'a regardée de travers et elle n'a pas parlé. Ah ouais. Je m'en suis voulu, mais je te jure, après, je m'en suis voulu, pauvre gamine. Mais tu vois, comme la mère a été vicieuse, la mère, ça ne l'arrangeait pas que le père, elle savait que le père abusait de sa fille, mais ça ne l'arrangeait pas que le père en prison parce qu'elle ne travaillait pas. Tout à fait, tout à fait. C'est fort, parce que moi, ça me rappelle une histoire un peu similaire. Tu vois, des parents qui veulent pour leur petite fille me consulter parce qu'elle est harcelée à l'école. Et quand je creuse, en fait, c'est son père qui l'insulte, qui lui parle mal et tout ça. Et quand je le dis à la mère, ils arrêtent tout, plus de séance et c'est fini. Donc, tu vois, c'est fort. En fait, tu vas croire qu'il y a des violences extérieures. Il y en a, mais il y en a aussi dans la famille. Et quand tu mets le doigt dessus, il n'y a plus personne. C'est ça. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux, Christelle, nous parler de la double dissociation? Alors ça, c'est pas une dissociation triste ou dure liée au viol. C'est vraiment ta façon d'aider les personnes victimes d'agressions sexuelles, la double dissociation. Alors, on peut aussi parler simultanément de ta façon à toi de traiter le stress post-traumatique. Le traitement du stress post-traumatique tel que moi je le pratique et tel que toi tu le pratiques, c'est de faire de manière manuelle le travail de faire passer l'information de l'hippocampe, de l'amygdale, pardon, de l'amygdale qui est dans le cerveau reptilien à l'hippocampe qui transforme le vécu en souvenir. C'est-à-dire qu'on retire la charge émotionnelle. Normalement, l'hippocampe fait ça très bien. L'amygdale transmet l'information à l'hippocampe qui l'archive. Et en cas de stress post-traumatique, tout est resté bloqué dans l'amygdale. Et de manière, je dirais, manuelle, on fait passer, on traite le vécu de l'amygdale pour le passer dans l'hippocampe où il va être archivé. Donc, toi, tu le fais avec ta méthode. Rappelle-moi le nom de cette méthode. La DEMOCA, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Voilà. Et toi, voilà. Donc, toi, tu utilises la DEMOCA pour ça. Et c'est bien ce processus, on est d'accord, où tu nettoies l'amygdale de sa charge émotionnelle pour que le vécu se transforme en souvenir plus neutre. On n'oublie pas, mais bon, c'est beaucoup plus neutre. Et moi, je fais la même chose avec une technique qu'on appelle la double dissociation en PNL. Donc, moi, je travaille sous anesthésie mentale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de repasser par les larmes, le sang, le traumatisme pour avancer. Et ces états dissociatifs en PNL, on joue avec de manière très constructive. Donc, pour t'expliquer les choses schématiquement, on met le traumatisme sur un écran de cinéma. On met une première dissociation, la personne en spectateur dans la salle de cinéma, et une deuxième dissociation où elle devient le projectionniste dans la cabine de projection. Et en fait, la personne, du coup, projette le film du traumatisme pour le spectateur, mais à aucun moment ne regarde le film.
elle ne regarde que le spectateur pour vérifier ses réactions. Et en tant que, comment dire, projectionniste, elle est aussi ingénieure du son et de l'image et elle bidouille le film, elle le passe en noir et blanc, elle l'accélère, elle le ralentit, elle change les sons, etc., pour user sa charge émotionnelle. Et le travail est réussi quand le film sur l'écran bidouillé par le projectionniste n'a plus d'impact émotionnel sur le spectateur. Tu me suis? Très, très bien. Je te suis très, très bien. Et donc, tout ça, ça s'est passé en douceur. Alors, il faut quand même faire très attention et maintenir la double dissociation parce que les gens, ils seraient vite aspirés pour retourner sur l'écran dans le traumatisme. On les tient bien. Non, non, vous êtes dans la cabine de projection et vous regardez le spectateur, c'est lui qui regarde le film. On maintient la dissociation tout le temps. Oui. Et donc, l'opération a réussi si le film sur l'écran est le nouveau film et pas l'ancien. S'il est bien passé en noir et blanc. Et à partir de là, il aura perdu toute sa charge émotionnelle et tous les symptômes de stress post-traumatique vont s'apaiser. C'est génial. Justement, Estelle, elle te dit, parfois j'aimerais que l'on efface les souvenirs. Comment tu expliques que la double dissociation, tu vois, elle rend tout ça neutre ou beaucoup moins douloureux? Alors, c'est ce qu'on appelle les sous-modalités en PNL. Et c'est sur les sous-modalités, c'est-à-dire la luminosité, le contraste, la lumière, les couleurs. Et c'est en jouant avec ces sous-paramètres qu'on apaise les choses. Mais par contre, c'est très personnel. C'est-à-dire, par exemple, pour une personne, le fait de passer le film en noir et blanc, ça va lui donner l'impression que c'est un vieux film du temps muet. Elle va même le mettre saccadé, un peu assuré. C'est un vieux film. Mais il y en a d'autres, le passer en noir et blanc, ça va en faire un thriller encore plus épouvantable. Donc, c'est vraiment la personne qui sent à l'intérieur d'elle ce qui la soulage et ce qui aggrave. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que ça, c'est assez universel, c'est le vieux film jauni en Super 8 des années 60, quand les familles filmaient les films et c'est tout saccadé, et c'est rayé et c'est jauni. C'est ni un film noir, etc. Voilà, on peut faire plein de choses. Mais à partir du moment où on a usé la charge émotionnelle du film, la charge s'apaise. Toi, dans tes mouvements oculaires, ça se passe un petit peu différemment, j'imagine? Oui, tout à fait. En fait, la personne, on va en fait la remettre dans la scène ou alors dans le ressenti corporel. Des fois, il n'y a pas de scène, tu vois. Et lors des mouvements oculaires, les émotions vont s'apaiser et ne plus revenir. Et après, quand on remet la personne dans la scène, eh ben, c'est un souvenir qui ne fait plus mal. Donc, ça fait la même chose que ce que tu fais, mais vraiment différemment. C'est ça qui est avec le même objectif de guérir le stress post-traumatique. Et donc, ça, c'est peut-être un message qu'il faut qu'on passe très fort, c'est on peut soigner le stress post-traumatique avec ces méthodes-là, les tiennes, les miennes. Elles sont peu connues des psys traditionnels, mais elles sont efficaces, elles marchent. Et moi, avec 30 ans d'expérience, maintenant, c'est en une séance. Une séance. Tu te rends compte, en une séance pour retirer cette énorme épine de la patte et laisser l'ours cicatriser de sa blessure. C'est dommage que ça ne se sache pas plus. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on t'a invité aujourd'hui. Et justement, j'ai une question vraiment de curiosité parce que ça, j'ai pas encore bien compris. Dans ce moment dans le cinéma, donc la personne, elle voit donc son agression. Est-ce que le film, à la fin, il y aura toujours l'agression ou elle sera devenue autre chose? Alors, l'agression va exister, le film existera, mais la personne pourra y repenser comme quelque chose de passé et qui est derrière elle. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on se réassocie à la fin. On ne reste pas dans cet état de situation. C'est-à-dire que le projectionniste, il vient dans la salle s'asseoir à côté du spectateur, il le prend dans les bras, il lui dit bah, « Mon gars, c'est un film bien pourri que tu as vu » et hop, il refusionne avec. Et après, le spectateur projectionniste revient refusionner avec la partie agressée dans le film en lui disant bah, « Non, tu as vécu des trucs bien pourris, viens dans nos bras, on te fait un câlin et on te réintègre. » Et après, on a réintégré. Oui, et là, on retrouve, tu vois, on boucle les boucles en même temps. C'est que quand la personne revient dans l'écran récupérer la partie traumatisée comme un petit frère, une petite sœur, ou voilà, une partie plus jeune qui a besoin de réconfort, on retrouve l'énorme besoin de réconfort qu'a la victime et qu'elle n'a pas reçu au moment où elle en avait besoin. Donc, ça humanise, ça réchauffe.
on prend soin de la partie traumatisée. Hmm. Il ne faut surtout pas la juger. Mais c'est ça, c'est vraiment beau. Et tu vois, là, la démoca, ça ressemble aussi parce que si la personne, elle n'arrive pas, tu vois, à dépasser la culpabilité, etc., eh bien, on fait venir l'adulte dans la scène et il vient dire à ce petit qui a vécu cette agression, eh bien, tu n'y es pour rien, c'est pas de ta faute. Et on fait un soin enfant intérieur qui va, Voilà. tu vois. Je le fais très souvent aussi. Alors moi, je commence en disant, dites à cet enfant tout ce qu'il a besoin d'entendre de vous pour être rassuré et rasséréné. Et après, je fais des propositions. Il a peut-être besoin d'entendre qu'il y est pour rien. Il a peut-être besoin d'entendre que vous avez beaucoup de pitié pour lui. Il a peut-être besoin d'entendre que c'est normal qu'il l'ait mal vécu, c'est normal qu'il ait peur. Enfin, et je fais des propositions et c'est un moment magnifique, magnifique de réconciliation intérieure. Je voudrais te citer quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est Amélie Nothomb qui a vécu une agression sexuelle à l'âge de 12 ans dans l'eau où elle a été violée par des hommes pendant qu'elle se baignait. Quand elle est revenue sur la plage, sa mère lui a dit « pauvre petite ». Et que heureusement que sa mère lui a dit ça. Donc moi, je trouve que c'est assez minimaliste comme réconfort. Pauvre petite, c'est assez minimaliste. Mais elle dit que grâce à finalement, ces paroles l'ont réhumanisée, puisque quelqu'un a reconnu le préjudice même à minima. Et ce que dit Amélie Nothomb, qui est terrible, elle dit que sans ça, elle ne se serait pas crue elle-même. Oui. Elle aurait douté de l'existence de ce qui s'était passé, puisqu'elle l'a vécu dans cet état dissocié, d'état second dans lequel on est quand on est en stress post-traumatique. Et donc, le fait que sa mère lui dise juste « pauvre petite », lui a permis, de se réhumaniser avec un petit chouïa de réconfort, et surtout d'acter que ça s'était bien produit et qu'elle n'avait pas rêvé. Waouh. C'est intéressant de comprendre ça aussi. Donc, quand on va réconforter l'enfant intérieur, on lui valide aussi le fait que oui, il a vraiment vécu ça et que c'était pas bien, que c'était pas de sa faute. Et à partir de là, la guérison peut s'enclencher. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est vraiment beau. Merci, Christelle. On a Sophie qui te dit « Christelle, Annélis, vous parlez de méthodes pour des personnes qui viennent de subir une agression. Est-ce valable pour des personnes ayant subi des agressions depuis de nombreuses années ?» Oui. Oui, complètement, parce que la partie traumatisée est figée dans le temps. Pour la partie de nous qui a vécu une agression, c'était il y a 5 minutes. Donc, que l'agression soit fraîche ou lointaine, la partie traumatisée est encore dedans. Et au point que, je le dis aussi dans mon livre, et puis je l'ai vécu en émission de radio récemment, il arrive que les victimes parlent de leur agression au futur. Ah oui. Alors, il va s'approcher de moi et il va chercher à m'étrangler et je vais me débattre et alors que c'est du passé. Et la partie traumatisée, elle est encore sur le point de le subir. Donc, malheureusement, pour les parties traumatisées de nous, c'est tout frais. Donc, on traite pareil. Voilà. Tout à fait. C'est exactement ça. D'ailleurs, la créatrice de la démoca, elle demande à ses clients, elle dit, donc c'est Pascal Chavance, elle dit « Est-ce que vous vous en souvenez comme si c'était hier ?» Donc c'est exactement ce que tu dis. C'est que c'est frais même si c'était il y a 15 ans. C'est toujours traumatisant. Et si la victime est vraiment au contact d'elle-même, elle me dit comme hier, non comme aujourd'hui. Oui. Je ne me souviens pas comme si c'était hier, mais comme si c'était aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est un honneur et un plaisir de soulager les victimes. Je pense que tu le vis aussi comme ça. Ah oui, on les voit retrouver. Comment dire? Pour moi, le stress post-traumatique, c'est comme si on était en hémorragie d'énergie. Et quand on a fait le traitement du stress post-traumatique, on voit la personne qui retrouve toute son énergie de vie, tout simplement. Elle sort de cet état de sidération proche de la mort, elle se remet à vivre, à frétiller, comme la gazelle dans la savane quand elle a échappé au lion. Oui. Et c'est un vrai bonheur de voir les gens retrouver leur vivacité au sens de vivance, quoi, leur énergie vitale, vraiment. Tout à fait.
Waouh, mais merci Christelle, c'est vraiment super. Estelle, elle dit: «Une chose réconfortante, c'est savoir que l'on n'est pas seul» et justement ce soir, vous n'êtes pas seul. Personne n'est seul. Vous pouvez écouter cette conférence, la réécouter. Christelle, il y a ton livre. Les personnes Mmh. peuvent le lire pour aider C'est vraiment. Voilà, je l'ai écrit comme pour qu'il soit votre meilleur ami, qui vous prenne dans ses petits bras et qui vous dise: «Oui, tu es pas seul et je te comprends et tu vas t'en sortir». C'est vraiment comme ça que je l'ai écrit, dans cette idée-là. Alors, on n'est pas seul. Les statistiques québécoises sont Oui, intéressantes. On n'a pas des statistiques très fiables en France, mais au Québec, ils ont fait une enquête. Ils ont fait une enquête, ils ont demandé à des gens: «Est-ce que vous avez subi un contact sexuel avec un adulte avant votre majorité?» Question ouverte, hein. Avez-vous eu un contact sexuel avec un adulte avant votre majorité? Et mmh au Québec, une femme sur 2 répond oui, un homme sur 5 répond oui. mh. Donc non, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. 160 000 enfants par an. On n'est pas tout seul. Ouais. 310 000 victimes dans l'Église catholique en 50 ans. On n'est pas tout seul. Mmh. Euh, et c'est ça qui me frustre énormément, c'est effectivement cette sensation terrible d'isolement et de solitude qu'ont les victimes, alors qu'elles pourraient lever une armée pour aller ratatiner tous ces connards. Oui, complètement. Donc vous n'êtes pas seul et vous pouvez vraiment lutter contre les violences et guérir aussi. Aller mieux, vraiment. Surtout guérir, c'est ce qu'on vous demande. Guérissez, prenez soin de vous, réparez votre enfant blessé, réparez les parties traumatisées de vous pour retrouver toute votre énergie, toute votre intégrité. Et c'est comme ça que vous rendrez le plus service à l'humanité, c'est en réhumanisant l'humanité. Complètement. Alors pour les personnes qui aimeraient te suivre, j'ai mis ta page Facebook et ta chaîne YouTube, Christelle, parce que tu Mhm. œuvres pour les Pense Trop et pour beaucoup de personnes et ça aide vraiment bien. On vous remercie toutes et tous et je vais te laisser le mot de la fin pour nous faire une belle conclusion optimiste sur tout ça. Alors, ma conclusion optimiste, euh, c'est qu'en prenant le problème dans le sens où je l'ai pris de réparer les victimes, on sort de la façon habituelle de dire il y a des réseaux pédocriminels, salauds de pédocriminels en ne faisant rien, puisqu'aujourd'hui, un violeur a 99 chances sur 100 de s'en tirer sans condamnation, d'après notre belle justice française, Mm. puis, faute de preuves et avec la présomption d'innocence, n'est-ce pas, et les prescriptions aussi. Donc, d'habitude, on prend le problème de ce côté-là. Moi, je propose de le prendre dans l'autre sens parce que je pense que ramener à la vie les gens qui étaient en stress post-traumatique et leur permettre de vivre et de retrouver leur joie, leur énergie vitale, etc., c'est le meilleur pied de nez qu'on puisse faire au réseau pédocriminel. Mm. Super. Ben voilà, tu as plein de merci. Je te remercie aussi infiniment d'avoir accepté cette conférence. Ben, merci à toi de m'avoir donné cet espace pour en parler, puisque dans ce monde de silenciation, Oui, les espaces de parole sont précieux, y compris pour les lanceurs d'alerte. Donc, merci infiniment de m'avoir donné cet espace pour rencontrer les victimes et leur dire que rien n'est perdu, bien au contraire, il y a vraiment des tas de solutions. C'est grave, oui, mais on peut vraiment en sortir, oui. complètement. Complètement. Merci Christelle. Merci. Merci à vous d'avoir été là et merci à toi de m'avoir accueilli dans cet espace. Je t'en prie. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.